également. Et puis l'honorable Issa Salifour, le maire, bien entendu, Malik Gominan, du côté de Djougou. Alors, on va continuer par apprécier, bien entendu, dans la globalité, les différentes prises de parole. Alors, monsieur Ayenan, je reviens sur les propos du chef de l'État quand il évoquait sa satisfaction pour son rôle en tant que chef de l'exécutif. À quoi vous mesurez ce rôle-là? C'est un rôle fondamental parce que en tant que chef de l'État, le président de la République, en votant ce matin comme il l'a fait, a adressé un message à l'ensemble de la population béninoise que c'est un jour important, ce jour du 8 janvier 2023, et qu'il faille sortir massivement, chacun accomplir ce devoir. Parce que si nous avons des droits à l'endroit vis-à-vis de l'État, nous y avons également des devoirs. Et que, au rang de ces devoirs fondamentaux, le vote, l'expression du vote en est un. Et que c'est important pour choisir, comme l'a dit également le président Bruno Amossou, ceux qui vont parler en notre nom, ceux qui vont nous représenter au Parlement. Nous sommes dans un système de démocratie représentative. Il nous appartient donc de participer à leur désignation pour qu'ils puissent voter, pour qu'ils puissent décider en notre nom, et qu'en le faisant, c'est nous qui décidons. Parfait. Monsieur Dassi Clément. Oui. Bon, je reviens toujours sur cette satisfaction qu'a le chef de l'État de voir l'organisation ou le déroulement de ces élections dans un climat paisible. Et c'est en fait une occasion donnée au peuple d'exercer son pouvoir, puisque le principe de notre République, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est l'occasion pour le peuple d'exprimer ou d'exercer ce pouvoir-là. C'est par les urnes. Et il n'est pas convenable que le peuple exerce ce pouvoir en ayant la peur au ventre. Et lorsque nous savons que par le passé, certains se sont abstenus de sortir, non pas parce qu'ils ne veulent pas voter, mais parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait leur arriver lorsqu'ils iraient voter, on ne peut que féliciter tous les acteurs politiques, tous ces acteurs politiques qui sont sortis aujourd'hui, voter et montrer qu'il y a vraiment un climat paisible. On ne peut que les féliciter. Patrice Talon l'évoquait tout à l'heure, bien sûr, en disant justement que ce scrutin nous aide à tourner les mauvaises pages de notre histoire politique. Vous avez le même ressenti? Bien sûr, bien sûr. Je pense que avec ce qu'on voit aujourd'hui, ou du moins ce qui s'est passé jusqu'ici, on ne peut que dire que la page sombre est derrière nous. Elle est derrière nous. Et j'ose croire, ou plutôt j'ai la faiblesse de penser que cette page sera davantage derrière nous, dans la mesure où le peuple sortira massivement. J'ai cette conviction. Le peuple sortira massivement voter. Parfait. Monsieur Kana, on reviendra justement dans un instant sur vous-même, vos observations, vos remarques sur le scrutin dans sa globalité. Nous apprécions pour l'instant les propos des différentes personnalités. Bruno Amossou lui parlait d'un retour au principe universel de la démocratie. Monsieur Kana. Bien, et monsieur le président Bruno Amossou parlait tantôt de modèle même, de modèle. Qu'il faut digérer. Effectivement, oui, effectivement, avec les réformes politiques et institutionnelles, nous sommes en train de construire un autre modèle en fait. Il a parlé des élections, du mandat des députés qui va durer 3 ans. De façon exceptionnelle. Après aux élections générales en 2026. Donc c'est un modèle que nous sommes en train de construire. Et moi je pense que le Bénin est sur la bonne voie. Et toutes les interventions m'ont plu puisqu'ils sont tous orientés vers le sens de la réussite de ce scrutin, c'est-à-dire que les gens sortent massivement, qu'on vote dans la paix et que tout se passe normalement. Toutes les sommités qui ont parlé, je crois, sont revenues sur ces aspects-là. En tout cas, 11h52, le processus se poursuit également avec cette remarque de ce que, pour l'instant, tout se passe de façon paisible. Oui. Donc, ça n'augure que d'un bon scrutin à la fin. Et moi, je pense que la réussite de ce scrutin est un indicateur, l'un des indicateurs de la réussite des réformes politiques engagées par le chef de l'État. Alors, c'est toujours bien pour un chef de l'État de réussir
une réforme. Ça va être vraiment inscrit dans son bilan politique. Et moi, je pense qu'il ne peut qu'avoir un motif de fierté pour cela. Si tout se déroule normalement jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Justement, alors, Monsieur Ayénan, dans la majorité, tout se déroule pour le mieux. Tout à l'heure, on a eu au téléphone le président de la Sénat, M. Saka Lafia, qui justement aussi évoquait sa satisfaction avec quelques préoccupations sur le terrain, lui-même étant sur le terrain. Il apporte des réponses, n'est-ce pas, à quelques difficultés. Très tôt le matin, on a enregistré des retards dans l'ouverture des bureaux de vote, le matériel qui n'est pas justement déployé, le problème de nom des électeurs qui n'arrivaient pas à retrouver véritablement leur nom. Alors, quelle appréciation faites-vous à cette heure précise de ce scrutin, jusque-là? Je pense que globalement, si on s'en tient à tout, bon, les échos, oui bien sûr, les échos que nous avons, tout à fait. En attendant, d'après les échos que nous avons sur le terrain, je pense que globalement tout se déroule bien. Et le président Saka Lafia également, il exprime son satisfecit, c'est normal parce que, souvenez-vous, c'est sa première élection en tant que président de la Sénat. Et donc, c'est un grand défi pour lui à relever à la suite d'Emmanuel Tchando. Donc, je pense qu'il est satisfait du déroulement. Le scrutin se déroule aujourd'hui, c'est une chose, mais il faut dire que la Sénat est déjà à l'opérationnel beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt, la formation des agents électoraux, le déploiement des coordonnateurs, de tous les démembrements de la Sénat, et donc tout ce travail-là, et puis l'acheminement du matériel électoral. Et évidemment, s'il y a quelques couacs, c'est normal, ce n'est pas la première fois que ça arrive, de tous les temps, quand on organise des élections dans ce pays, il y a forcément des couacs. C'est normal, parce que vous savez très bien qu'en matière d'infrastructure, pour rallier telle ou telle localité, ce n'est pas toujours évident. Il n'est pas à exclure que des véhicules tombent en panne et que, évidemment, sur le plan logistique, que la Sénat, l'institution, apporte des réponses. C'est pour cela qu'ils sont à l'opérationnel et que je pense que tout va bien se passer. Et évidemment, vous savez très bien que le scrutin doit se dérouler durant, je pense, 8 heures. Ça fait 9 heures. 9 heures de dérouler. Et donc, quand ça a démarré à 7 heures, donc il faut compter 7 heures plus 9, donc 16 heures. Oui. Mais quand ça a démarré, avec du retard, du fait que des matériels n'ont pas pu être déployés à temps, évidemment, il y a un décompte à faire. Donc, ça veut dire que si ça démarre à 9h, on va prolonger 9h plus 9. Donc, voilà. Donc, je pense que tout est gérable et que on peut garder l'optimisme, que tout peut bien se passer et que je partage évidemment l'optimisme du président de la Sénat, M. Saka Lafia. Je reste toujours avec vous, à présent maintenant, sur l'appréciation du Béninois. Du rôle qu'il a joué, qu'il est en train de jouer dans ce scrutin. Oui, je pense que tout... Vous le voyez plus mature, plus responsable, plus consciencieux? Oui, je pense que, vous savez, la démocratie béninoise telle qu'elle est expérimentée aujourd'hui, ça ne date pas d'hier. Depuis les années 90, donc nous sommes rentrés dans le renouveau démocratique. Les générations que nous avons aujourd'hui, quand je regarde par exemple les postes de vote, c'est de jeunes enfants qui sont nés après le renouveau démocratique. Donc vous voyez, donc c'est une relève qui est assurée. Et je pense que la culture de la démocratie est déjà partagée par toutes ces générations et que aujourd'hui chacun se rend compte de plus en plus de son rôle, du rôle qu'il a à jouer dans le cercle des compétences, en tout cas, des tâches, etc. Je pense que chacun se reconnaît important, légitime pour apporter son grain de sel et que, évidemment, il y a une maturité politique, citoyenne qui se fait de plus en plus. On peut compter là-dessus. Et je pense que si la campagne électorale a pu se dérouler comme il faut dans un contexte pacifique, c'est également dû au fait qu'il y a une culture partagée de la démocratie, de la paix, et que c'est un peu ce que l'héritage que nous ont laissé nos anciens. Vous voyez, on a écouté tout à l'heure le président Bruno Amoussou
qui nous demande de quitter le formatage. Il n'a pas voulu le dire, mais on le comprend, du colonisateur, l'ancien colonisateur, de quitter un peu ce formatage pour instaurer, pour fabriquer quelque chose de sui generis, quelque chose propre à nous, qui nous ressemble, un modèle qui nous ressemble. Et quand il le dit, évidemment, c'est une adresse aux nouveaux parlementaires que nous allons élire aujourd'hui pour dire que les lois ils seront appelés à voter, les réformes qu'ils seront appelés à ratifier doivent être des réformes qui nous ressemblent, de ne pas rester dans le copisme, dans le mimétisme institutionnel de ce qui a marché ailleurs pour des contextes différents aux nôtres, et donc de pouvoir avoir cette ingénierie de pouvoir nous fabriquer des lois qui nous ressemblent. C'est cela aussi la culture partagée de la démocratie avec la nouvelle génération. Monsieur Dassi Clément, deux questions également, un peu comme avec Monsieur Ayénan. Votre appréciation globale du scrutin dans les petites difficultés, n'est-ce pas, enregistrées déjà depuis ce matin? Oui, ce ne sont que des difficultés mineures, à mon sens, et cela ne peut pas surprendre dans la mesure où la Sénat a quand même un certain nombre d'années d'expérience en la matière. Et ces difficultés, je pense que la Sénat aurait déjà pris des dispositions, mais ces difficultés ne manquent pas. Même dans les 10 années à venir, les élections qui seront organisées vont connaître ces petites difficultés où on constatera qu'à des endroits donnés, les bureaux de vote n'ont pas été ouverts à 7h00 et ce serait avec quelques minutes de retard, d'heures de retard et tout ça. Mais c'est quand même bien que de manière générale, on ne puisse pas constater de difficultés majeures qui puissent empêcher le déroulement des élections. Tout se passe comme cela doit se passer et c'est déjà très bien. D'accord. Oui. Alors, sur donc, le rôle du Béninois, comme le disait Monsieur Ayénan, on sent plus de responsabilité, n'est-ce pas? Ils sont plus que jamais, bien entendu, prêts à accompagner le processus dans la paix. Oui, ils sont prêts à accompagner le processus dans la paix. Et vous savez que les réformes, quoi qu'on dise, ont quand même fait leur bout de chemin. Jusqu'ici, ce sont les réformes que nous appliquons dans le processus électoral, là, qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition. Ce sont les réformes, c'est dans le cadre tracé par les réformes que les élections se déroulent. Maintenant, ces élections qui se déroulent aujourd'hui, les enjeux sont quand même énormes. Pour moi, les enjeux sont énormes, aussi bien pour les partis qui se réclament de la mouvance que pour les partis qui se réclament de l'opposition. C'est l'occasion pour les partis qui se réclament de la mouvance de prouver qu'en réalité le peuple était avec eux. C'est aussi l'occasion pour les partis de l'opposition de faire la preuve de ce que en réalité c'était de leur côté que le peuple se trouve. Et c'est à la proclamation des résultats qu'on saura réellement de quel côté était réellement le peuple. C'est pourquoi je dis que c'est une élection des grands enjeux. Ceux qui estiment qu'ils étaient exclus et que leur exclusion a fait que le peuple les soutenait ont l'occasion de faire la preuve. Ceux qui estiment qu'ils étaient véritablement en harmonie avec ce que le peuple voulait, c'est l'occasion pour chacun de prouver qui est vraiment avec le peuple ou de quel côté est vraiment le peuple. Monsieur Kana. Bien, moi, par rapport aux citoyens, j'avoue que les citoyens béninois aujourd'hui maturent du point de vue de la démocratie, de ce que c'est que la démocratie. Alors moi, j'ai reçu hier, par exemple, un appel d'un paysan du pays profond, du nord Bénin, et qui arrivait à faire la distinction claire entre comment les partis ont positionné les candidats, quels seront les enjeux. Il me posait des questions. Bon, c'est en langue nationale, mais on sentait que ce monsieur maîtrisait parfaitement ses droits, ses obligations et tous les enjeux, défis qui sont derrière ce scrutin, le scrutin d'aujourd'hui. Donc moi, je pense que jusqu'aux confins les plus reculés de notre pays, les gens comprennent mieux. C'est-à-dire la démocratie n'est plus... Les gens ont l'information. Oui, la démocratie n'est plus la chose des élites, comme dans les années 90 et autres. Bon,
c'est les élites vraiment qui maîtrisaient la démocratie, ça vient d'arriver, on ne comprenait pas grand-chose. Mais aujourd'hui, même le simple paysan comprend cela. Et moi, je pense qu'on a fait une grande avancée en matière de démocratie dans notre pays aujourd'hui. Bon, maintenant, sur le déroulement, les difficultés, moi, je ne vois même pas les difficultés du point de vue des équipements, des infrastructures du Sénat. Bon, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est le taux de participation, surtout dans les grandes villes comme Cotonou. Parce que moi, j'ai un peu sondé, aussi bien dans le milieu intellectuel que dans la population interlope. Et je me rends compte d'un certain... comment je vais dire, d'un certain rejet. Des positionnements, surtout au niveau des grands partis et de la mouvance, où les gens s'attendaient à de nouvelles têtes. Et ça, on se retrouve avec les anciens thèmes, les gens sont déçus. Est-ce que ça n'agira pas sur le taux de participation? Je n'en sais rien. Dans les grandes villes comme Cotonou. Maintenant, ailleurs, ça dépend. À chaque région, ses réalités. C'est réalité. Un peu comme à Cotonou aussi, peut-être, vous savez, les avis sont souvent bien partagés. Voilà. Quand on se retrouve en face d'une situation donnée, on attend de voir la fin du processus en cours au cours de la journée pour voir un peu ce que cela va donner. Oui, alors, on rappelle que nous aurons la nuit électorale sur Canal 3 cette nuit avec beaucoup de plateaux, beaucoup d'invités. Et on rappelle également que selon le code électoral, eh bien, les députés qui seront élus à la suite de la proclamation des résultats entreront en fonction et seront installés le deuxième dimanche du mois de février de cette année électorale, cette année 2023. Nous allons observer une pause en plateau pour revivre un tant soit peu avec la réalisation quelques images de terrain que nous avons depuis que nous avons ouvert l'antenne ce matin. Le temps pour vous aussi de souffler un tout petit peu. Eh bien, nous sommes ici dans le premier arrondissement de Parakou, le plus grand arrondissement de la cité des Kobourou pour ce scrutin du 8 janvier 2023, le jour J pour les législatives de janvier 2023. Eh bien, ce monde fou que vous voyez derrière moi, ce sont les membres de postes de vote, ces agents électoraux qui vont accueillir tout à l'heure, dans quelques minutes, les électeurs dans les différents postes de vote dans le premier arrondissement de Parakou. Ils étaient là depuis 5 heures, d'autres sont venus à 6 heures pour retirer le matériel électoral, ce matériel composé de l'isoloir, des urnes, les urnes qui sont composées de nombreux quittins. Il y a les enveloppes des différentes institutions, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Il y a également la Cour constitutionnelle et bien d'autres institutions qui auront des enveloppes. Il y a les procès verbaux qui sont également contenus dans le kit. Il y a le bulletin unique qui est très important, ce bulletin que les... Sur toute l'étendue du territoire, les gens sont en train de voter. Comme retour, et il y a quelques électeurs qui ne retrouvent pas leur nom sur la liste, on les oriente et ça finit par se régler. Et tout se passe dans le calme de cela. Il y a quelques cas où le nom a été déplacé sur un autre poste de vote. Et on s'arrange toujours pour l'aider à voter. C'est le cas qu'on a constaté juste là. Jusqu'à l'étape actuelle, on ne m'a pas signalé une difficulté majeure. Parce que tout le matériel est arrivé et conformément à ce qui doit être. Donc la Sénat a rempli entièrement et totalement et professionnellement tout ce qu'elle doit faire. Le reste appartient aux électeurs. J'ai déjà visité plus d'une demi-douzaine de bureaux de vote à Cotonou. Oui. En ce moment-là à Kwakwa. Et à Bobé-Calavi également. Et les agents, toutes les fois qu'il y a posé des questions, ils m'ont toujours dit que tout se passe bien. Tout se passe bien et que tout le matériel est un nombre suffisant. Mais tous les autres membres du conseil électoral sont sur le terrain également. Et ça permet de constater, d'être témoin de ce qui se passe en direct. C'est toujours plus édifiant. À 7 heures, la plupart ouverts, ceux qui sont en retard à 7h20, 7h15,
ils ont ouvert. Je m'attends à ce que tout se passe bien. Parce que c'est les premières heures qui sont les plus difficiles, le temps d'ajuster. Dès que tout est ajusté, le reste se passera bien. Il y a des petits problèmes qu'on règle. Des postes de vote déplacés, on négocie avec les électeurs, et puis bon, ça se règle et tout rentre dans l'ordre. Voilà, en dehors de ça, bon, ça va pas comme un cas comme ça, qui est en train d'être réglé, et bon, d'ici là, le vote va reprendre normalement. Déjà à 6 heures, certains représentants de partis politiques partagent les derniers mandats de supervision des élections législatives à l'école primaire publique de Ménotin Sud. Mais cette ponctualité n'est pas observée du côté des membres de la Sénat. Les matériels électoraux rejoignent timidement ce centre de vote. Et jusqu'à 7 heures, le premier votant attend les derniers réglages avant d'accomplir son devoir civique. Chauffeur de taxi, il a quitté très tôt la commune d'Abomey-Calavi pour venir voter à Ménotin à Cotonou avant de commencer le service. Mais il va devoir prendre son mal en patience. Cette frustration est également enregistrée dans le rang des superviseurs de vote. Après 7 heures, celui-ci n'a toujours pas encore vu son poste. Du moins, le poste n'est pas encore ouvert. Moi, on peut dire que je suis le premier venu ici parce que j'étais là, parce qu'on m'a dit 6 heures, donc j'étais là un peu avant 6 heures. Jusque là, je dois superviser au poste de vote numéro 9. Mais juste là, il n'y a pas le 9 qui est déjà ouvert. Il fait quelle heure actuellement? Actuellement, il est déjà 7h09. Et comment est-ce que vous vous sentez Moi, je peux dire que selon moi, c'est pas du tout logique parce que jusqu'à pareille heure, normalement, tous les bureaux de vote doivent être déjà ouverts. Et au moins, tout doit être prêt avant 7 heures, selon moi. Donc déjà, ceux qui doivent voter, d'autres peuvent venir voter déjà à 7h30 déjà. On peut déjà tout démarrer pour que chacun fasse à ses préoccupations. Après quelques tours, le premier votant finit par retrouver son poste de vote. Mais il va toujours attendre un peu avant d'accomplir son devoir civique parce que les préparatifs sont toujours en cours. Il garde patience. Tout a bien commencé ici au niveau du 11e arrondissement de Cotonou. Les agents électoraux autour de 6h30 étaient au niveau de l'arrondissement pour le déploiement des différents matériels de vote. Tout se passe très bien. Au niveau du complexe scolaire Bégamin 1, il y a eu 5 postes de vote. Le premier votant a été enregistré à 7h00 très exactement. Mais par contre, du côté de l'ENEAM, où il y a également 5 postes de vote, il n'y a pas encore eu de votants à l'heure où nous parlons, alors que 25 minutes sont passées après, depuis l'ouverture du centre des différents postes de vote au niveau du centre de l'ENEAM. La population saute au compte-gouttes de ce côté. On espère que d'ici quelques minutes ou quelques heures, ils vont sortir massivement pour accomplir leur devoir civique. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État est allé accomplir son devoir civique. Ce 8 janvier 2023, le couple présidentiel, sous les acclamations nourries de la foule qui traditionnellement guette son vote, est à nouveau à l'école primaire Charles Guillot de Cotonou. La première dame n'est pas passée inaperçue. Elle qui, après les formalités d'usage devant les responsables de son bureau de vote, glisse sans difficulté aucune son bulletin dans l'urne. De l'autre côté, micro et caméra sont braqués sur le président Patrice Talon. Malgré les méfiances de sa garde rapprochée, la presse très curieuse tente de lui arracher quelques mots et ça n'a pas raté. Pour le rôle que j'ai, c'est une évidence, c'est un devoir et je l'accomplis avec enthousiasme et plaisir. En tous les cas, je suis assez satisfait de ce qui me revient comme compte rendu sur le terrain. Depuis des semaines, le processus se déroule bien, c'est satisfaisant. Et je crois que nous sommes en train de tourner définitivement les mauvaises pages de notre récente histoire politique.
Maintenant, tout le monde va aux élections avec enthousiasme, on sort, personne ne boycotte, malgré les réformes qui sont toujours en cours et qui transforment notre environnement aussi bien politique, économique, administratif. C'est heureux. Pour la circonstance, le chef de l'État joue les moins bavards. Il laisse échapper juste quelques phrases non moins laconiques. Néanmoins, il repart avec le sentiment du devoir accompli et l'espoir que la journée se déroule sans heurts sur l'ensemble du territoire national. Très bien, très bien. Nous m'avons fait l'occasion de dire merci. Et de rendre gloire à Dieu, merci à Céleste pour cette journée. Et je prie que chacun de nous puisse enfin de nous faire de gloire, etc. Ce scrutin est très important. J'invite en même temps le peuple béninois à sortir massivement pour s'acquitter de ce devoir républicain. Et pouvoir regarder avec la grâce de Dieu Tout-Puissant. Le scrutin sera transparent, équitable et paisible. Rien que la paix. Donc bonne chance à tous et bonne année à vous tous. Que Dieu vous bénisse dans ce pays. Merci beaucoup. M'amène à penser que toute l'étendue du territoire. Voilà, nous sommes toujours en plateau et en direct chez vous pour vous faire vivre le déroulement du scrutin législatif République du Bénin. On rappelle que ce sont les 9e élections législatives et ces élections post-réforme politique en République du Bénin et en plateau pour apprécier le déroulement du processus électoral de l'opération de vote. Pour être plus précis, nous avons avec nous Dr Nassi Clément, nous avons Dr Kana Bouko et nous avons avec nous Dr Fidel Ayena. On va revenir un peu sur l'organisation pratique de ces élections, de ces structures de gestion des élections. On parle de la Sénat, du Conseil électoral, de la Direction générale des élections. Et on va parler également de ce qui se passe en ce moment même dans les centres, bureaux et postes de vote avec les électeurs qui sont autorisés à voter avec un certain nombre de pièces. Docteur Ayena, avant on était habitué à la seule carte, la carte électorale. Cette fois-ci, on a beaucoup de pièces. Quelle appréciation faites-vous de cette opportunité qu'offre la loi d'aller dans son bureau de vote avec n'importe quelle pièce? Je pense que c'est une évolution positive. Et une évolution positive dans le sens où cela favorise l'engouement populaire par rapport à la tenue des élections. Vous savez, il fut un temps, dans un passé récent, il fallait juste avoir que la carte d'électeur. Et ce n'était pas facile pour beaucoup d'électeurs de se retrouver en possession de cette carte. Et vous savez très bien que dans le passé aussi, la Sénat était obligé, compte tenu des difficultés de disposer de la carte électorale, d'autoriser, je pense c'était entre 2015 et 2016, la Sénat permanente passée avait autorisé les électeurs à disposer, à équiper de leur carte d'identité nationale pour aller voter. Je pense qu'aujourd'hui, avec les réformes en cours dans ce pays, l'ANIP a joué un grand rôle dans ce sens par rapport à l'identification des personnes. Il n'est plus possible d'avoir systématiquement le doute vis-à-vis de l'identité de telle ou telle personne et qu'à partir de ce moment, une vraie république, une vraie administration s'établit et on peut faire confiance donc à l'électeur dès lors qu'il est capable d'éciper tel ou tel document administratif qui l'identifie formellement. Et donc je pense que c'est une évolution positive, ça peut encourager l'engouement vis-à-vis de l'expression du suffrage universel. Est-ce que cette évolution apporte une sécurité au scrutin?
Évidemment, je ne pense pas. Vous savez, le Bénin n'est pas, l'inventeur de cette nouveauté. Ça se fait partout ailleurs dans les grandes démocraties. On peut voter avec n'importe laquelle de vos pièces. Du moment où c'est une pièce valide, on peut le faire. Je ne pense pas que cela soit, une cause d'insécurité. Je ne vois pas cela. Dès lors que c'est des documents administratifs qui sont certifiés par l'autorité administrative, je ne vois pas pourquoi cela devrait apporter de l'insécurité. Je pense que, vous savez, ce qui est important dans un poste de vote, c'est déjà la liste d'émargement. Voilà. Et dès lors que une personne vient avec une pièce d'identité, un document qui l'identifie et qui a émargé, je ne pense pas qu'il soit possible pour la même personne de revenir encore et voter. Regardez le double niveau de sécurisation mis en place par nos institutions en charge de l'organisation des élections. C'est déjà, l'encre indélébile. Où le pouce est plongé dans l'encre indélébile, et donc quand quelqu'un a voté, la personne se promenant dans la ville va garder son pouce, en tout cas avec cette empreinte qui reste pendant des jours. Oui. Donc je ne vois pas pourquoi il faut faire de la surenchère pour limiter la détention en tout cas de documents, limiter cela à la carte d'électeur. Je pense que cette ouverture, c'est une sécurité, parce que ça enlève des contraintes qui empêchaient beaucoup de nos concitoyens d'aller voter. Monsieur Daci Clément. Oui. Pour moi, ça ne me pose aucun problème qu'on puisse voter avec n'importe quelle pièce, dans la mesure où on peut faire la preuve de son identité. C'est ça. Mais là où, à mon niveau, se situe le problème, c'est que il ne suffit pas d'avoir 18 ans ou d'être, d'avoir ses droits civils et politiques. Vous savez que le code électoral a prévu des cas ou des conditions dans lesquelles des personnes ne peuvent pas être électeurs. Si j'arrive à faire la preuve de mon identité, ceux qui sont en face de moi, qui sont chargés de l'organisation des élections, n'ont pas la preuve de ce que je n'ai pas été condamné. Il faut ça aussi. Bien sûr, les personnes, l'article 10, ne peuvent être électeurs, les étrangers, les individus condamnés pour crime, les individus condamnés à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, d'une durée égale ou supérieure à 3 mois, assortie ou non d'amende. Quelle preuve ceux qui sont en face de moi ont de ce que j'ai été condamné et que je ne peux pas être électeur? Certes, plus loin, le code prévoit que lorsqu'on a purgé sa peine, on peut être réhabilité. Mais ils n'ont pas la preuve de ce que, non seulement je n'ai pas été condamné, mais même si j'ai été condamné, de ce que j'ai été réhabilité. Pour moi, c'est là. Il y a comme un vide, c'est ça? Bien sûr, il y a un vide. Et je pense que c'est à ce niveau-là que les autorités doivent prendre des mesures pour les prochaines élections. Bon, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a toujours existé. Même au moment où c'était la carte d'électeur seule, il y avait toujours ces conditions-là. Mais il faut maintenant aller au-delà, à mon sens. Vous pensez à quoi? Au-delà. Peut-être voir le centre du casier judiciaire, être en relation avec le centre du casier judiciaire pour purger la liste électorale. C'est bien faisable. Puisque au niveau du centre national du casier judiciaire, on peut avoir la liste de ceux qui ont été condamnés et faire une comparaison avec la liste électorale. C'est faisable aujourd'hui. Et avec les nouvelles technologies qui sont mises au service de l'administration et du tout, c'est bien faisable. On peut purger la liste. Ce ne sont pas seulement les candidats qui peuvent être recalés, ou plutôt qui peuvent être empêchés de prendre part au processus électoral. Les électeurs même, le législateur l'a prévu. C'est ça. Voilà, et il faut peut-être pour les prochaines fois prendre des mesures pour véritablement voir qui sont ceux qui peuvent être électeurs. Mais là, on me dira, mais avec un taux de participation déjà bas, est-ce qu'en mettant en œuvre une telle mesure, on n'assistera pas, à davantage à baisser le taux de participation? Mais non, je pense que toute réforme a toujours eu ce côté-là où on est émotif, mais
à un moment donné, dans la mise en œuvre, avec la pertinence des mesures prises, on commence à s'habituer. Et c'est d'ailleurs ça avec ce qu'on voit aujourd'hui. La participation aux élections, aujourd'hui, pour moi, je dis que je suis satisfait, un peu comme les présidents l'ont dit, à travers leurs interventions, mais qu'on ne se leurre pas. Nous n'aurons pas ce taux de participation comme en 2000, je peux dire en 2001, 2006, 2010 et autres, puisque les événements d'un passé récent sont encore là, il y a peut-être des ressentis et tout ça, qui font que certains se désintéressent des élections. Ce n'est pas une question d'appartenance à un parti ou à un autre. Beaucoup se désintéressent des élections parce que pour eux, ça ne change rien à leur quotidien. Et ils ne voient pas pourquoi ils iraient voter. Mais là, est-ce que les partis politiques n'ont pas un rôle à jouer, justement? Bien sûr, les partis de formation, de sensibilisation. Bien sûr, bien sûr. Convaincre les électeurs. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que ça a été fait. Bon, d'abord avec la participation des partis de l'opposition à ces élections-là. Cette participation contribue à un peu susciter l'engouement, mais pas comme nous l'avons vu dans un passé où vraiment il y avait de la ferveur. Ajoutez à cela ce que Dr Kana disait tout à l'heure, que la population a un peu mûri dans sa mentalité par rapport aux questions liées aux élections. La population a un peu mûri. Même le paysan dans la dernière ferme de notre pays vous mènera un raisonnement et vous serez vraiment surpris. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été à l'école qu'ils ne sont pas intelligents. Ils sont assez intelligents et ils savent analyser les faits. C'est déjà un peu le cas depuis ce matin avec les électeurs interrogés sur le terrain qui, après avoir voté, ils ont d'abord fait le choix d'aller voter d'abord avant d'aller aux occupations. Et dans leur message, on sent vraiment l'expression d'une démocratie. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, c'est une compétition. Donc voilà, il n'y a pas matière à se prendre la gueule pour ça. Non, certains ont compris. Certains ont compris et il y en a qui ont compris que les élections, leur vote est une arme. D'autres ne l'ont pas compris, d'autres vont voter simplement par émotion ou parce que tel m'a demandé de le faire. Mais beaucoup commencent à comprendre. Une chose est certaine, l'ambiance est moins tendue. Oui, l'ambiance est moins tendue. Ah, oui, les gens sont heureux, contents d'aller voter, c'est paisible. Bien sûr, on peut que se réjouir pour ça. Oui, et cette ouverture, cette libéralisation qui consiste des documents, c'est une bonne chose, a priori. Mais je rejoins le docteur Dassi. Et je ne partage pas l'optimisme du docteur Ayena. C'est la démocratie. Voilà. Alors, je dis que il peut y avoir des couacs. C'est-à-dire en allant présenter le document qu'on veut, il peut y avoir des couacs. Mais c'est quand même une avancée. Alors, pour corriger ce qu'il faut faire, parce que dans les pays où les systèmes électoraux sont élaborés, qu'est-ce qui se passe? Tout est interconnecté. De l'IFU, identification fiscale unique, permis de conduire. Toutes les pièces interconnectées. Vous cliquez, vous avez tout. Dans les pays où les systèmes sont élaborés. Mais la dynamique, c'est déjà là aujourd'hui. Oui, c'est pourquoi je dis que c'est une avancée, mais il faut un optimisme un peu mesuré. Sinon, peut-être que pour les élections générales en 2026, le docteur Dassi l'a dit, il peut y avoir. Les judiciaires, on l'a en ligne aujourd'hui. Voilà, donc, en ligne aujourd'hui. Donc, ils ont un terme technique qu'ils appellent interopérabilité des systèmes. Tous ces systèmes doivent être interconnectés pour que l'électeur, il se présente, on clique, on a toutes les données, qu'il ait son permis de conduire, qu'il ait quelle pièce, on le voit. Donc, moi je pense qu'il faut que la Sénat arrive à cela. Dès qu'on aura un système assez élaboré, je crois qu'il n'y a plus de crainte à avoir. Effectivement. Par rapport à la liberté qui pourrait être donnée par erreur à un condamné de voter, etc., etc. Donc moi, je pense que c'est une avancée. Bon, maintenant, les populations
comme on a dit, vont participer à des degrés d'engouement divers. Ils vont participer, certes, à l'élection. Je l'avais dit tantôt que c'est pas évident que le taux de participation soit uniforme partout. Tout contraire, on verra, parce que le processus est en train de suivre son cours. Oui. Pour les bureaux de vote qui ont ouvert à 7h, déjà à 16h. Moyen, pas un taux. D'accord. Alors, on va voir avec vous, c'est quoi les grands défis. Notamment, on sait que, au niveau de la direction générale des élections, on a mis tous les moyens qu'il faut, la Sénat de même. Il n'y a pas, en tant que tel, de gros problèmes sur le terrain. Le défi sécurité, c'est-à-dire après l'opération de vote, le convoyage du matériel électoral, les urnes avec les procès-verbaux et autres, l'organisation à ce niveau aussi, ça doit être suivi de près. Bien sûr. Oui. Je pense que les dispositions sont prises à ce niveau-là et aujourd'hui, c'est avec beaucoup plus de sérénité. Si ceux qui pouvaient s'opposer à l'organisation des élections eux-mêmes ont pris part à ces élections, ils ont intérêt à ce que l'expression de leur suffrage puisse parvenir à l'autorité qui organise ces élections-là et comptabiliser leur vote, puisque il y en a qui estiment que, maintenant, nous sommes engagés à apporter un changement à ce qui se passe déjà, et c'est par les urnes que nous allons le faire. Alors, tout le monde participe à la sécurisation des résultats. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus de sérénité dans le convoyage des urnes. Et tout le monde. Voilà, on se surveille, c'est ça. Et je pense que la Sénat aura moins à faire que par le passé, du moins pour les élections passées. Monsieur Alina. Je vais rappeler, en répondant un peu à mes... optimisme. Voilà. Je vais rappeler ceci, c'est que il ne faut pas oublier que au rang des parties prenantes à l'organisation des élections dans ce pays se trouvent aussi les institutions judiciaires telles que la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. En l'occurrence, le juge électoral en matière des élections législatives, c'est bien le juge constitutionnel, et que tout ce qui a été apprécié tout à l'heure, c'est des éléments qui relèvent de ce qu'on peut appeler des irrégularités qui seraient survenues au moment du déroulement du vote. Et le juge qui est compétent pour apprécier ces irrégularités, c'est bien le juge constitutionnel. Et donc, je pense que les aspects soulevés par Dr Darcy ne posent pas problème par rapport à l'administration, parce qu'il suffirait pour un électeur ou un citoyen béninois de saisir, ou des parties prenantes dans les formations politiques, de saisir le juge à l'effet de faire annuler tel ou tel vote, et que cette possibilité-là est de mise. Absolument. Donc, on ne peut pas l'exclure. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait des failles et que des gens qui ne sont pas habilités finalement, ou à qui on a retiré le droit d'exprimer leur vote, les acteurs politiques peut-être profitent d'un vide juridique et qu'ils peuvent les voter. Il appartient, c'est un devoir aussi de tous les citoyens. Si vous constatez qu'il y a des irrégularités lors du processus électoral, il faut saisir le juge en charge du contentieux électoral et il serait amené, c'est lui qui a l'autorité d'annuler tel ou tel vote lorsque c'est vraiment reconnu comme irrégulier. Donc je pense que ce n'était pas un optimisme. Je pense que les institutions sont faites pour fonctionner comme il faut. On ne peut pas faire peser sur la Sénat de faire toute l'administration. Je pense qu'elle a déjà beaucoup de choses à faire que de lui faire reposer tout cela. Mon frère évoquait tout à l'heure le défi sécuritaire de ce scrutin. Oui, le défi sécuritaire par rapport au convoyage des résultats, en tout cas des cantines vers la Sénat. Je pense que la Sénat, c'est une institution qui se performe jour après jour et que je pense qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le convoyage, puisque la loi l'y oblige de toute façon assurer le convoyage de tous ces matériels, en tout cas les cantines contenant les plis scellés vers la Sénat, et que la Sénat est chargée de faire le dépouillement et de donner les résultats provisoires, et qu'il appartient
à la Cour constitutionnelle d'en proclamer les résultats définitifs. Je pense que jusque-là, le canevas institutionnel pour la compilation des résultats, tout est fait pour apporter de la sécurité, donc de la sûreté par rapport au contenu des votes, des suffrages exprimés par nos concitoyens. Oui, je vais revenir un peu sur les aspects que j'ai évoqués tout à l'heure et sur lesquels le docteur Aina est revenu. Et en donnant la possibilité aux citoyens d'exercer leur recours, certes, le droit ou les dispositions légales ont prévu qu'on peut exercer des recours, mais ce serait chargé. Oui, bien sûr. Ce serait chargé inutilement la Cour des recours, de certains recours. Vous vous imaginez que dans un seul bureau de vote, 10 personnes ou 15 personnes exercent des recours contre 15 ou 20 autres personnes parce qu'ils estiment que tel avait été condamné, tel autre avait été condamné. Ça pourrait être facilité avec l'ANIP. Vous savez qu'il publie des listes provisoires. Oui. Et voilà, pendant ce temps, il pouvait être en relation avec le service du casier judiciaire pour purger la liste là. De sorte qu'à la fin, la liste qu'on aurait serait la liste de ceux qui sont véritablement autorisés à participer aux élections. Bon, ce sont juste des idées que j'émets comme ça, pour éviter que des recours soient exercés pour alourdir inutilement le rôle de la Cour constitutionnelle. Bon, c'est vrai, à l'étape où nous nous trouvons actuellement, on ne peut procéder que par la méthode que propose Dr Aina, puisque nous n'avons pas encore cette maturité que des gens ont le devoir, ou plutôt le droit, ou le pouvoir d'exprimer leur vote, et que c'est cher, parce que pour le citoyen lambda, pour la majorité actuellement, les gens ne prennent pas la mesure du pouvoir qu'ils ont d'aller voter. Et donc, vouloir purger je pense sur la question, je pense que il faut redonner toute sa splendeur au recours juridictionnel dont dispose chaque citoyen, parce que c'est juste un cas et un épiphénomène parmi tant d'autres. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes électeur, vous savez, la veille de l'élection, un électeur peut décéder. Quand il est décédé, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Et pour éviter la fraude électorale. Ou la veille, il peut être condamné. Il peut être condamné aussi la veille. Donc je pense que donnons au juge du processus électoral en matière législative, le juge constitutionnel, donnons-lui toute la splendeur de jouer son rôle. C'est à lui qu'il revient de pouvoir décider de la régularité des votes. Vous savez, il peut y avoir de vote blanc, même si dans notre système, on ne parle pas en tant que tel de vote blanc, mais évidemment, lorsque un bulletin n'a pas été coché, il faut le considérer comme un vote blanc, des votes nuls. Donc, il appartient à la Cour constitutionnelle de jouer son rôle, c'est son devoir. Donc, non, je pense que ce serait... Ce serait vraiment des lourdeurs administratives que d'essayer d'anticiper chaque chose, parce que ce n'est pas que les condamnés, mais il y a aussi des cas de décès et on ne le prévoit pas. Donc l'ANIP, par exemple, ne peut pas être là à cheval en permanence jusqu'à la veille de l'élection pour décider, pour purger la liste. Justement. À un moment donné, il faut laisser... Il y a un délai prévu dans le code électoral où la liste doit être transmise. Exactement. Donc, oui, mais c'est dans la même logique. Je pense que le juge constitutionnel, il est partie prenante au processus électoral pour pouvoir lui laisser aussi toute la possibilité d'assumer son rôle. D'accord. Oui, dans la même logique. Vous allez vous prononcer, docteur Mouko, ne vous inquiétez pas. Oui, dans la même logique, n'oubliez pas que la liste électorale est purgée. Elle est purgée régulièrement. Donc, ça ne gêne pas que dans ce processus de purge-là, on puisse aller jusqu'à ceux qui sont condamnés, ceux qui n'ont plus le droit d'être électeurs. C'est simplement ça. Ce n'est pas dénier à la Cour constitutionnelle son pouvoir d'exercer ses attributions, non. C'est lui donner moins de travail en prenant des mesures en amont. En prenant des mesures en amont. C'est simplement ça. C'est simplement ça. Docteur. Bon, moi je me prononce sur ça pour dire, il faut tenir compte du niveau de juridicité de notre population. C'est-à-dire, nous sommes des juristes, mais les paysans de Banikwara, même s'il sait que ce monsieur, cet électeur a voté, il n'en a pas droit, il fait comment?
c'est pas évident que les partis les accompagnent dans le pays profond. C'est pas évident. Donc, il faut quand même tenir compte. Faut pas penser que tout le monde est capable de faire un recours. C'est pas tout le monde. C'est pas facile, je veux dire, monsieur cher docteur. Bon, en dehors de ça, moi, je pense que même en droit administratif, c'est pour éviter d'alourdir les juridictions qu'on a prévu les recours administratifs. Un recours administratif préalable et autres. Donc vous voyez, même à ce niveau déjà, au niveau de l'administration, tout est formel et tout ça. On prévoit quand même des flexibilités par endroit pour éviter qu'on ne charge à chaque fois les juridictions. C'est de la même façon qu'il faut prendre aussi les recours au niveau des scrutins, des systèmes électoraux. Il faut, autant que faire se peut, simplifier un peu ce qui se fait pour que une certaine flexibilité au niveau du fonctionnement aussi bien de la Sénat, des juridictions et autres. Maintenant, revenant à la sécurisation du vote, c'est-à-dire le transport des cantines. Des cantines. Il y a deux niveaux. Hein. Parce que moi, j'ai été coordonnateur d'arrondissement de la Sénat. Donc, je sais un peu comment ça se passe. Il y a combien d'années déjà? Non, en 2019. 2019, d'accord. Oui, c'est récent. Okay. Donc, il faut convoyer désormais des communes, des arrondissements, voilà, à la préfecture. Hein. Ce n'est plus les regroupements au niveau des chefs-lieux de commune, ce n'est plus comme ça. C'est ça. C'est-à-dire vous convoyez directement les caisses à la préfecture. Bon, au siège de la Sénat. Hein. Et c'est de là maintenant Cotonou à la Sénat. Moi je l'ai fait. Alors, c'est pas facile. C'était de quelle localité à quelle localité? Bon, le cas c'est Parakou chez moi. Ok, d'accord. Mais j'ai été sous-préfet, donc je connais un peu. Par le passé, j'ai été sous-préfet, donc je connais un peu comment ça se passe sur le terrain dans les zones rurales. Ça veut dire que dans les zones rurales, ce n'est souvent pas facile. Parce que quand le vote finit, il faut trouver quelqu'un avec une vieille moto. Oui, et seul. Pour aller, en ce moment même, c'est amener ça des villages vers les chefs-lieux de sous-préfecture à l'époque. Mais c'est pas facile souvent. Les gens trouvent tout le monde souvent pas une moto pour le faire. Il faut encore que les gens se cotisent pour les membres des bureaux là, les bureaux de la Sénat qu'on a institué avant, et se cotisent pour convoyer les caisses vers le lieu requis. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est encore un autre problème, convoyer ça du département, du chef-lieu du département à la Sénat. Moi, je me rappelle quand j'ai été coordonnateur d'arrondissement, c'est mon propre véhicule que j'étais obligé d'utiliser. Vous êtes au service de la République. Voilà, mon véhicule privé. Non seulement les tests et tous les membres de l'équipe et la sécurité, les militaires. Heureusement, j'avais un véhicule 4x4 qui a pu contenir tout ce monde. Je n'ai pas eu un véhicule de la Sénat, de quoi que ce soit. Les gens me disaient de la Sénat, on vous attend. Donc c'est pour dire, que tout n'est pas si rose. Hein. J'avoue, si vous renseignez auprès des agents de terrain qui s'y connaissent, c'est pas rose. Donc je veux qu'on apporte un bémol un peu à ce qui est écrit, bien dit. C'est pas évident. Surtout qu'en 2026, nous aurons des élections générales. Donc il faut quand même penser à plus grande. Oui, je tiens à un peu récapituler. Oui. En fait, le docteur Aïnan et moi disons la même chose. Moi, je dis ce qui devait être. Ce qui devait être. Mais puisque ce qui devait être n'est pas encore, il y a une possibilité. C'est celle qu'il évoque. À savoir, puisqu'on n'a pas pu purger la liste électorale, dès que des citoyens constatent qu'il y a cette irrégularité, ils puissent exercer le recours devant la Cour constitutionnelle.
Donc, c'est un peu cette ambiguïté-là que je souhaite qu'on lève. Qu'on clarifie. Voilà. Vous restez avec nous. On va faire un tour à Nati Tengou, dans le département de l'Atakora, avec notre correspondant, notre reporter envoyé spécial sur le terrain, Régis Hippolyte Gossou. Bonjour. Oui, bonjour Christian. Alors, à Nati Tengou, comment se déroule le vote? Le vote se déroule parfaitement bien à Nati Tengou, il n'y a pas de problème majeur. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que les bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir à l'heure. C'était entre 7h30 et 8h. Oui. Et c'est quelques minutes de retard. Au fait que les salles de classe ne sont pas ouvertes, les directeurs n'ont pas vite mis à disposition les clés. C'est pourquoi le vote a tardé de 8 ans d'ici à Nati Tengou. Quand on a fait un tour dans les périphéries de Nati Tengou, précisément à Ouya, c'est un arrondissement de Nati Tengou, mais c'est un peu à 25 km de Nati Tengou. Là où ils ont commencé à 8h, 8h15, il n'y avait pas du tout assez. Les populations étaient obligées de faire recours à des marteaux pour casser les cadenas afin d'accomplir leur devoir. Parce que depuis 6h30, à temps après, les populations étaient déjà présentes sur le terrain. Donc, elles voulaient vraiment voter, c'est pourquoi elles ont eu recours à cela. Et au-delà de tout ça, on a senti les populations qui se plaignaient parce qu'elles ont l'habitude de voter à des endroits clés, mais l'un ne s'y trouvait pas. Donc finalement, il y en a qui se fâchaient, qui rentraient, d'autres étaient sensibilisés par les chefs de village, chefs quartiers, afin d'aller chercher leur nom avec eux dans les autres bureaux de vote. Donc en général, c'est ce qui s'est passé à Nati Tengou ce matin. Le vote se passe normalement. On a senti que, comme d'habitude, habituellement les gens viennent à partir de midi, 13h pour voter. Mais déjà, 6h37, 9h, il y avait du monde au niveau des bureaux de vote. Donc à Nati Tengou, tout se passe parfaitement bien. D'accord, c'est magnifique. Et vous-même qui êtes en train de faire le tour, est-ce que vous avez déjà voté? Oui, moi je viens de le faire. J'ai fait le tour et je suis allé par mon poste de vote en dernière position. Super. Avant de rejoindre la base. D'accord, vous êtes en repérage et avec nous, et Régis Hippolyte Gossou, merci beaucoup. L'Harmattan bat son plein là-bas. En tout cas, beaucoup de courage à vous. À tout à l'heure. Voilà, on va retrouver Assiomo Kanyi Assiomo qui est dans la 5e circonscription électorale. Oui, Assiomo Kanyi Assiomo, vous êtes en direct avec nous. Dites-nous où vous vous trouvez en ce moment, vous qui étiez en tout cas à l'ADA et dans bien d'autres communes. Oui, Christian, il faut dire que nous avons quitté Alada, Poutori. Actuellement, nous sommes à Ouida, à l'école primaire publique de Domaine, A et B, où un certain nombre de candidats de la localité ou de la commune de Ouida viennent voter. Et il faut dire qu'à ce niveau, il y a beaucoup de monde, les gens se sont déplacés. Nous sommes à quelques minutes de 13h, mais il faut dire que c'est le grand monde ici. Et actuellement, comme vous l'auriez constaté, nous sommes devant l'école primaire publique qui se trouve donc derrière nous. Et là, nous y avons vu beaucoup de monde. Et ici aussi, il n'y a pas eu d'incident. Il faut noter que la garde républicaine est présente là. On a vu des éléments. Et le PP, l'école primaire publique, se trouve également derrière le commissariat central de Ouida. Vous comprenez que la sécurité y est totale et que les bénévoles en âge de voter et qui se sont régulièrement inscrits ont toutes les raisons d'être massivement amassés ici pour voir comment se déroule le scrutin. Et puis, il faut noter aussi que les représentants des différents partis qui vont à ces législatives sont aussi sur place et ils sont en train de scruter le déroulement du vote. Voilà, Christian. D'accord.
Merci pour ce point. À nous fait pratiquement 5 heures, bientôt 6 heures après l'ouverture des tout premiers bureaux de votation. Bon, vous qui êtes dans la 5e circonscription électorale qui regroupe les communes d'Alada, de Kwamwasser, de Toribo-Sito, de Tofo et puis de Ouida. Nous étions à Natitengou il y a un instant. On va revenir. Vous allez nous donner votre appréciation sur ce comportement de certains électeurs qui ont eu l'envie de voter, mais à un moment donné, ça fait que l'accès au centre de vote n'était pas, disons, totalement libéré. Et, ce comportement, vous allez l'apprécier avec nous. Mais on va écouter très rapidement l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a voté à Porto Novo. Il s'agit de Adrien Humbedji en quelques secondes et puis on revient en plateau pour le dernier tour de table. C'est toujours avec émotion qu'on accomplit ce devoir civique, puisque c'est une opportunité donnée par la Constitution et la loi d'exprimer son sentiment par rapport à la prochaine Assemblée nationale, par rapport au bilan de l'ancienne et par rapport aux perspectives qui s'offrent pour la nouvelle Assemblée nationale. Donc je suis venu par ce vote exprimer mon sentiment sur la question. Voilà, je suis très heureux, très ému d'avoir pu le faire. Je crois que ce qui importe le plus, c'est que les choses se déroulent dans un climat de paix. Et je constate qu'ici, en tout cas, à Porto Novo et dans l'OME, en général, il y a un climat de paix qui règne autour de cette élection législative. J'espère, je suppose, que ce sera la même chose partout jusqu'à la fin du scrutin. Un appel à ceux qui n'ont pas encore voté? Mais je les appelle à sortir et à voter massivement. C'est une occasion unique qui leur est donnée de choisir leurs députés. Pour le refaire, il faudra encore attendre 3 ans. Donc il vaut mieux le faire. Et voilà, Adrien Humbedji, ancien président de l'Assemblée nationale. Alors, chers messieurs, ce sera le dernier tour de table. Nous allons parler de la suite du processus, mais très rapidement, quelle est votre appréciation? Il va commencer par vous, Dr Kana, de ce comportement des citoyens à Natitengou, qui avaient cette soif, cette envie de voter, mais l'accès au centre de vote n'était pas... C'était difficile. Il fallait donc faire recours à la force pour enlever les cadenas et faire installer les bureaux de vote. Bon, moi je mets ça sur le compte de peut-être l'impréparation de ceux qui étaient chargés d'informer peut-être le directeur d'école que tel ou tel bâtiment allait être utilisé comme centre de vote. Oui, comme centre de vote. Parce que généralement, c'est dans les écoles. Voilà, dans les écoles. En tout cas, les lieux publics, c'est pas... Bon, non, moi, je ne prends pas ça pour quelque chose d'assez grave. Bon, peut-être que c'est l'impréparation et à l'avenir, il faut le corriger. Maintenant, concernant le président Humbedji, bon, je vais faire remarquer quand même que le vote au Bénin, c'est un droit, hein, c'est pas une obligation. C'est dans d'autres pays, vous êtes tenu d'aller voter. Au Bénin, non. C'est peut-être un devoir simple. C'est pas une obligation, je veux dire, du point de vue du droit. Vous êtes tenu, vous pouvez aller voter comme vous pouvez ne pas aller voter. C'est pourquoi c'est bon que les leaders politiques et les partis politiques incitent les gens à sortir. Puisque, comme l'a dit le docteur Dassi, certains n'en feront pas une obligation. Oui. On dit, bon, ces gens-là, je vais perdre mon temps, etc. Vous savez tout ce qui se dit autour des élections au Bénin. Il faut forcément. Donc, moi, je pense que c'est pas une obligation, hein. C'est un devoir civique à la portée de parce que c'est toujours bien de voter. Donc c'est pourquoi je félicite les différents leaders, les anciens présidents de la Vue, de l'Assemblée, des maires, d'aller voter.
c'est pour inciter en fait la population, les citoyens qui ne sont pas obligés d'aller le faire. Ailleurs, vous ne le faites pas, vous êtes sanctionné. Voilà. C'est bien de le faire. Bah, c'est bien de le faire. Faut-il envisager cette sanction? Non. Ne sommes pas encore à cette maturité-là. Et je pense que, ce qui s'est passé à Nati Tengou, c'est juste un incident. Oui. Hein. On ne peut pas y voir derrière une intention malveillante. C'est un incident. Mais néanmoins, il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas que le déroulement du processus électoral soit bloqué de notre fait. Hein, que les gens fassent beaucoup attention. Si quelqu'un est impliqué dans ce processus, qu'il prenne toutes les dispositions ou qu'il n'y ait pas un incident ou des incidents du genre de leur fait. Parce que s'il arrive qu'on puisse faire la preuve ou qu'on puisse établir que la personne, c'est de son fait, elle encourt certaines sanctions, et ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, ce serait fâcheux. Moi, j'ai entendu dans l'élément des gens qui se sont fâchés parce qu'ils n'ont pas retrouvé leur nom et tout ça. C'est normal, hein. Je viens voter, je ne retrouve pas mon nom là où je pensais l'avoir. Ça fait mal. Et c'est là qu'il faut que, citoyens que nous sommes, nous puissions prendre les dispositions. Déjà, dès la veille, je peux faire un tour à ce centre de vote-là, vérifier si mon nom y figure. Et souvent, dans un même centre, vous avez plusieurs postes de vote. Oui, il faut parcourir, avant. Si quelqu'un n'est pas assez patient, il va se fâcher, tout ça. Non, ce n'est pas bien. Il faut déjà prendre des dispositions. Bon, les gens peuvent se dire, mais qu'est-ce que moi je gagne à faire tout ça juste pour aller voter? Mais c'est parce qu'on ne comprend pas. Je pense qu'il y aura un plateau spécial où on reviendra après les élections pour tirer les leçons du déroulement du processus électoral et peut-être expliquer aux citoyens qu'est-ce qu'ils y gagnent en allant voter. Oui, docteur Ayena. Oui, je pense qu'au fond, on peut mettre sur le compte de dysfonctionnement le fait que dans certains centres de vote, les acteurs soient obligés de casser des cadenas pour y entrer. Vous savez que dans l'habitude, dans l'esprit de beaucoup de nos acteurs politiques, le vote a lieu dans une école, mais dans la cour. Très rarement, les gens vont utiliser les salles de classe pour voter, puisque les isoloirs sont disponibles, donc ça se fait. Je pense que c'est aussi une malcompréhension des acteurs sur le terrain qui n'ont pas pensé que, soit on peut rester dans la cour, soit alors celui qui détenait les clés n'a pas pensé que, les gens avaient besoin de l'usage des salles de classe pour permettre ces expressions de suffrage. Et que je pense que le vote, c'est un devoir. Même si docteur Canan pense que c'est pas une obligation. On peut ne pas aller voter, c'est un devoir, et un devoir civique appelle une obligation d'aller accomplir ce devoir-là. Je pense que c'est ce qu'il faut faire de la même manière que vis-à-vis de l'imposition, c'est un devoir civique. Le vote aussi, c'est un devoir. C'est le devoir que chaque citoyen a envers sa République, sa nation, pour participer à ce qui est commun, c'est-à-dire la chose commune, la chose politique, la chose publique. Donc ça reste un devoir, et ne pas satisfaire ce devoir lorsque on dispose du droit de le faire, c'est aussi c'est une faute. Et une faute peut-être morale. Voilà. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement aux alentours de 13h. Dans quelques petites minutes, je reviens en plateau pour faire le dernier tour de table, le temps de suivre notre reporter en ce moment sur le terrain. Asiomo Kanye, oui, dites-nous où êtes-vous en ce moment et décrivez-nous l'ambiance autour de vous. Christian, avant que nous ne nous rendions à Komassa et à Bétamé où vote le président du parti Les Démocrates, nous avons souhaité vous montrer les images de l'école primaire publique de Gomé, oui. Avec le monde où, comme vous le constatez, vous voyez que ici c'est plein par rapport à d'autres localités que nous avons sillonnées. Je crois que vous constatez tout comme nous que les électeurs sont massivement sortis ici. C'est vrai, on est à quelques minutes de 13 heures. Il faut dire que tout se passe bien. Et comme je vous l'expliquais tantôt, la garde républicaine
présente là pour rassurer les gens et tout se déroule dans la quiétude ici à l'école primaire publique de Domaine, dans la commune de Ouida, construction électorale. D'accord. On vous retrouvera tout à l'heure quand l'un des candidats que vous suivez, Eric Rondeté, sera sur les lieux pour son vote. Merci de rester en contact avec nous à Sionbon, Sionbon. Oui, chers messieurs, au plateau, avant de vous laisser partir, dites-nous, nous sommes, ça fait pratiquement 6 heures déjà que le vote est ouvert depuis 7 heures pour ceux-là qui ont démarré à l'heure. Encore 3 heures et ça sera la fin pour les tout premiers. Dites-nous, qu'est-ce que vous envisagez pour la suite de l'opération, le reste du temps? Bon, je n'envisage rien de particulier, mais je suis encore serein et je reste satisfait de la participation de la population à cette élection-là. Et je suis convaincu qu'on aura un taux de participation assez élevé comparativement aux dernières élections législatives. On aura un taux de participation assez élevé et c'est l'occasion pour le peuple de prouver de quel côté il est, s'il est du côté de la mouvance ou s'il est du côté des partis qui se réclament de l'opposition. C'est l'occasion pour le peuple de faire cette preuve-là. Et je pense que ce sera aussi l'occasion d'apaiser davantage le climat dans la société. D'accord. Merci à vous, docteur Dassy. Merci. Oui. On vous écoute, docteur Kana. Bon, moi je pense que pour la suite du processus, pour la suite jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, les électeurs qui sont dans une certaine torpeur vont sortir progressivement de leur torpeur et aller voter. Parce qu'il y en a. Par contre, là où il y a beaucoup d'engouement, je souhaite le plein du vote. Le plein du vote. Donc, moi, j'envisage la fin du scrutin d'aujourd'hui avec sérénité. Je pense qu'il n'y aura pas grand souci à se faire. Tout compte fait, la Sénat y veille. Voilà. Avec les autres institutions, les observateurs, en tout cas tout le monde y veille, y compris nous autres simples citoyens. Justement. Merci. Oui, docteur Ayena. Je pense que pour cette joute électorale, le défi majeur, c'est le taux de participation. Oui. Le taux de participation, et cela, c'est un défi pour les partis politiques, tous parties prenantes à ces élections. Si le taux de participation est élevé, ce serait pour ces partis politiques qui auraient bien relevé ce défi-là. En revanche, si le taux de participation est bas, moyen ou bas, les partis politiques devraient se rendre compte que oui, c'est un échec de leur formation politique. Pourquoi? Parce que le risque, c'est que le vote au Bénin n'est pas un vote idéologique, c'est un vote utilitariste. Et donc, alors, sur le terrain idéologique, si la population, le corps électoral est beaucoup plus dans l'affection idéologique pour aller exprimer son vote, alors il y a un risque de baisse de taux de participation. En revanche, si c'est l'utilitarisme qui a commandé l'expression du suffrage de nos concitoyens, alors on verra bien si les partis politiques, dans l'animation du jeu politique au sein de la campagne électorale, ont su raviver les intérêts, vous voyez, non pas partisans, mais les intérêts utilitaristes, prébendalistes des électeurs pour susciter en eux le vote. Et on sait très bien que les prébendes sont bien sûr distribuées à l'occasion des élections, mais l'électeur au final ne suit pas le jeu, en tout cas ne construit pas un lien avec les prébendes pour aller décider de voter. Et donc, à partir de ce moment-là, si le taux de participation se retrouve une fois de plus à la baisse, on ne le souhaite pas, les partis politiques devraient donc comprendre qu'il y a un travail à mettre en place pour mettre en place des creusets idéologiques pour commander le vote de l'électeur. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, docteur Fidel Ayena, maître assistant CAMES en sciences politiques, docteur Kanabouko. Vous êtes docteur en droit public. Merci de répondre vraiment présent à notre invitation. Notre docteur en droit public, docteur Clément Dassy. Merci également d'être passé sur ce plateau et d'avoir été
des nôtres. Ce fut un plaisir. Et je rappelle aux téléspectateurs, au terme du processus, on aura tiré les leçons de ces 9e élections législatives en République du Bénin. On rappelle que c'est un parlement de transition qui sera installé à partir du 2e dimanche du mois de février, ce pour 3 ans avant l'organisation en 2026 des élections générales. Mais en attendant, ce soir, vous vivrez la nuit électorale. Ici, nous allons observer la pause, histoire de vous faire vivre et vous faire revivre l'ambiance de terrain avec les différents votes depuis ce matin que nous avons ouvert l'antenne. C'est la pause. Merci.